C'est quand même étrange et assez douloureux comme situation. Comment ça se fait que dans une relation difficile, celui ou celle qui souffre, finisse par être vu comme le problème? Oui, c'est un paradoxe au cœur de pas mal de dynamiques toxiques, malheureusement. Et c'est ça qu'on explore aujourd'hui. Exactement. On va essayer de décortiquer un peu les ressorts psychologiques derrière cette inversion des rôles. On se base sur une analyse tirée de relations toxiques quand la victime devient le méchant. D'accord. L'idée, c'est de comprendre le système, pas juste des incidents isolés, c'est ça? Tout à fait. On va regarder comment ça s'articule en s'inspirant de travaux de chercheurs comme Kuwait, Herman, Irigoyen. Des gens qui ont vraiment creusé la question. Voilà. Alors pour commencer, ce système prend souvent racine dans une fragilité chez la personne qui agresse. Une fragilité. Comment ça? Ben, une grande insécurité intérieure. Ce que Kohout, par exemple, pourrait lier à une faille narcissique. Un besoin énorme d'être validé par l'extérieur parce que l'estime de soi est bancale. Ok. Et du coup, la moindre critique? Ah, la moindre résistance du partenaire, même minime, c'est vécu comme une attaque personnelle, une menace pour cette image de soi super fragile. Et là, au lieu de se remettre en question, la personne attaque. Précisément. Pour se protéger, elle va projeter ses propres défauts, ses propres torts sur l'autre. Par exemple. Elle va accuser l'autre d'être instable, agressif, trop sensible, toxique. En gros, c'est le problème, c'est toi, pas moi. C'est un mécanisme de défense, en fait. D'accord, projection pour se défendre. Mais comment l'autre personne en arrive à douter d'elle-même? C'est là que le fameux gaslighting entre en jeu, exactement. Le gaslighting, c'est central là-dedans. C'est cette manipulation, souvent très subtile, qui vise à faire douter la victime de sa propre réalité. De sa mémoire, de ce qu'elle ressent. Mhm. Oui, de tout ça. On nie les faits, on déforme les propos, on minimise les émotions de l'autre. Mais non, tu exagères, tu es trop sensible. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Ça a un double objectif, j'imagine. Tout à fait. D'un côté, affaiblir la victime, la rendre dépendante et plus facile à contrôler. Et de l'autre, s'établir soi-même comme le seul détenteur de leur vérité dans leur relation. Et le pire, c'est que si la victime réagit, Ben voilà. Ces réactions émotionnelles, la colère, la tristesse, la confusion, sont alors utilisées contre elle, comme des preuves de son instabilité. C'est un cercle vicieux. c'est redoutable comme technique. J'imagine que ça marche d'autant mieux si la personne visée a déjà une certaine vulnérabilité. Oui, souvent. L'agresseur, consciemment ou non, peut repérer et exploiter des failles. Une faible estime de soi, une tendance à culpabiliser facilement, du mal à poser des limites claires. Et voir l'autre souffrir, ça peut. Ça peut même renforcer l'agresseur. Paradoxalement, oui, ça peut nourrir son sentiment de contrôle, voire de toute puissance. C'est assez sombre. Et l'entourage dans tout ça. Parce que ça ne se passe pas toujours juste entre deux personnes. C'est un point essentiel. Souvent, l'agresseur tient beaucoup à son image sociale. Il va donc activement travailler à contrôler le récit à l'extérieur, Comment? en discréditant l'autre. Oui, en racontant sa version des faits, en sortant des choses de leur contexte, en se présentant comme une victime patiente face à un partenaire difficile, ingérable. Et ça peut aller jusqu'aux réseaux sociaux. Ah oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent devenir une véritable scène pour cette mise en scène, pour rallier des gens à sa cause en quelque sorte. Pendant ce temps, la vraie victime se sent de plus en plus seule, perdue. C'est ça. Elle est en pleine confusion, ce que Judith Herman appelle la confusion traumatique. On ne sait plus qui croire, on doute de soi, de ses perceptions. C'est un isolement terrible. Et parfois, elle finit par croire au discours de l'agresseur. Oui, ça arrive. C'est une forme de soumission traumatique. Pour survivre psychologiquement, pour maintenir un lien, même toxique, on finit par adopter la version de l'autre. Bon, si on essaye de résumer un peu, on a une fragilité au départ qui mène à la projection. Ça s'est renforcé par le gaslighting qui exploite les failles de l'autre et le tout est verrouillé par un contrôle de l'image extérieure. C'est l'ensemble qui crée cette inversion. C'est une excellente synthèse. C'est vraiment l'interaction de tous ces éléments qui crée ces dynamiques toxiques où la victime devient le méchant. Et comprendre ça, c'est déjà un premier pas pour s'en sortir, j'imagine. C'est fondamental. La sortie passe souvent par une reconnexion, parfois douloureuse, mais nécessaire, à ses propres émotions, à sa propre perception des choses. Réapprendre à se faire confiance. À valider ce qu'on ressent soi-même, même si l'autre nie tout. Exactement. Ce que Pia Mélodie pourrait appeler une forme de reparentalisation interne. Et bien sûr, apprendre à poser des limites. Fermement. Ce qui implique d'accepter une chose difficile, hein.
On ne peut pas obliger l'autre à voir la vérité ou à reconnaître le mal qu'il fait. C'est crucial. Il faut parfois accepter d'être vu comme le problème, comme le méchant ou la méchante, pour pouvoir enfin se choisir et se protéger. Lâcher prise sur ce besoin d'être compris par celui qui manipule. C'est un sacré cheminement. Et ça nous amène peut-être à une réflexion plus large pour finir, hein. Oui, Je me demande, dans quelle mesure est-ce que cette peur d'être mal jugé, d'être perçu négativement, eh bien, nous freine tous un peu, même en dehors de relations aussi extrêmes, à défendre notre vérité ou simplement à poser les limites dont on a besoin.